m'appelle Nika. Il y a quelques mois encore, j'étais ce qu'on appelle un homme arrivé. Je dirigeais une start-up florissante. J'avais une voiture de fonction, des partenariats signés avec des étrangers, des politiques, des gouvernants et un compte Instagram rempli de photos de conférences, d'avions, de cocktails et de projets. Je croyais que la vie m'appartenait, que le monde m'avait choisi pour réussir. Puis, tout est allé très vite. Un peu trop vite finalement quand j'y pense, avec un peu plus de recul. C'était un chapelet de malheur. D'abord une trahison d'associés, un dossier de financement rejeté, des dettes impayées, une plainte et le silence brutal des gens qui la veille encore me félicitaient à grands mots. Le succès est bruyant mais l'échec est muet et je l'ai appris à mes dépens. Rien qu'en 3 semaines, j'ai perdu ma société, mon appartement, ma dignité, même la femme que j'aimais a disparu sans laisser d'adresse. Je n'avais plus rien, rien du tout. Rien sauf une vieille clé rouillée accrochée à mon trousseau. La clé d'une maison que je n'avais pas vue depuis 20 ans. Celle de ma grand-mère au village Panlébi. J'y suis retourné par défaut, pas par nostalgie, mais par nécessité. Je n'avais plus le choix. Quand la ville te recrache, tu deviens poussière et la poussière retourne toujours à la terre. Le voyage a été long et pénible. C'est moins de le dire. Une fois arrivé, j'ai dû marcher plus de 2 km à pied, sac au dos pour rejoindre cette maison de terre rouge presque ensevelie sous les herbes et les années. Tout y était resté comme dans mon souvenir. La porte grinçait, les volets tenaient à peine et pourtant je m'y suis senti vivant plus qu'en ville. La maison ne m'a pas repoussé, elle m'a accueilli comme un fils perdu depuis trop longtemps. J'ai balayé un coin de la cour, installé une natte poussiéreuse et me suis allongé, le regard planté dans les étoiles ou dans le vide, je ne me rappelle même plus. Le silence autour de moi était profond et presque sacré. C'était un silence qui te parle, qui t'oblige à écouter ce que tu as fui trop longtemps. Le lendemain matin, poussé par je ne sais quelle impulsion, je me suis mis à fouiller la case où Mayato, ma grand-mère, gardait ses affaires précieuses. De fond en comble, comme si j'étais à la recherche de quelque chose, d'un trésor caché, comme le disait le poète dans la fable. Et soudain, là, caché sous une pile de tissus rongés par le temps, je suis tombé sur une boîte en bois gravée de motifs anciens. Sur le couvercle, une inscription. Nika, ouvre seulement quand tu n'as plus rien à perdre. Mon cœur s'est figé. Ma grand-mère est morte depuis des années. Comment savait-elle que j'arriverais là? J'ai ouvert la boîte les mains tremblantes. À l'intérieur, juste un petit balai en raffia, un pot de sel, un bol en calebasse fondue, sur le côté, une calebasse cassée et un vieux carnet de cuir jauni par le temps mangé au bord. Je suis resté là assis, figé, le carnet sur le genou. Les objets n'avaient rien d'extraordinaire et pourtant, je sentais une énergie, un appel, une sorte de vibration dans l'air. Je ne comprenais pas ce que tout cela signifiait. J'étais ingénieur moi, ingénieur de formation, homme de chiffres et de stratégie. Mais ce jour-là, quelque chose en moi a basculé. C'est comme si pour la première fois de ma vie, j'étais prêt à écouter, à comprendre ce que les anciens savaient. Ce que la ville m'avait appris à mépriser. Les rites, les symboles, les forces invisibles. Ce n'était pas juste une boîte d'objets, c'était un passage, un début. Ce soir-là, j'ai allumé une bougie. Je n'en avais pas allumé depuis l'enterrement de ma mère. J'ai ouvert le carnet et commencé à lire. Et tout a commencé à s'éclaircir. Le carnet avait une odeur étrange. Un mélange de feuilles séchées, de suie et de vieux savon noir. Je l'ai ouvert lentement comme on ouvre un tombeau qu'on aurait juré sceller à jamais. À l'intérieur, l'écriture de Mayato était là, intacte. Des lettres rondes, appliquées, écrites à l'encre bleue, parfois interrompues par des symboles que je ne comprenais même pas. Elle y parlait de tout, de plantes, de saisons, de jours favorables, de rêves, d'esprit et d'argent.
mais pas comme je le comprenais, pas comme un banquier ni comme un investisseur. Mayato écrivait que l'argent n'est pas une chose mais une vibration, une énergie vivante qui s'attire, qui se repousse, se bloque ou circule selon ce qu'on fait, ce qu'on pense, ce qu'on vibre. Elle disait que l'abondance ne vit pas dans la force mais dans l'harmonie et que ceux qui la recherchent comme des fous ne la trouvent jamais. Ils ne font que courir après leur propre vide. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu envie de continuer à lire. Elle avait noté des rituels simples, des gestes qu'elle pratiquait chaque mois ou chaque saison selon les lunes. Il y avait un rituel de purification avec du sel, un bain à faire à la pleine lune avec de l'eau chaude, des feuilles amères et 3 pincées de sel béni. Un autre rituel consistait à balayer la cour de sa maison chaque matin avant que le soleil ne se lève, en murmurant une prière d'appel. Pas une prière religieuse, non, une prière de connexion, comme une conversation avec quelque chose de plus grand que soi. Au début, j'ai trouvé ça absurde. J'étais ingénieur, moi, formé à calculer, à anticiper. J'avais construit ma vie autour de l'idée que tout obéissait à des lois rationnelles. Mais cette logique m'avait mené à la ruine. Et à ce moment-là, il ne me restait que ce carnet et le silence qui va avec. Alors j'ai décidé d'essayer. Le soir même, j'ai ramassé quelques feuilles amères au pied du vieux baobab derrière la maison. J'ai fait bouillir de l'eau, versé le sel dans une bassine, ajouté les feuilles et j'ai attendu que la lune soit haute. Je me suis déshabillé. J'ai versé l'eau sur mon corps, lentement en silence comme écrit. Pas de prière, juste un mot soufflé. Que tout ce qui bloque parte. Je ne sais pas si c'était la chaleur de l'eau, la fraîcheur de la nuit ou le poids des émotions refoulées, mais j'ai eu l'impression de pleurer comme un enfant. Le lendemain matin, avant le lever du soleil, j'ai saisi le petit balai de raffia et j'ai commencé à balayer la cour. Un geste simple, presque mécanique au début, puis, peu à peu, je me suis mise à entendre le vent, les oiseaux, mes propres pas. C'était comme si la maison respirait avec moi. Comme si Mayato n'était jamais vraiment partie. Chaque jour, je lisais un peu plus le carnet. Elle expliquait que l'argent ne vient jamais chez ceux qui n'ont pas fait de place en eux, que la purification précède l'attraction, que les maisons sales, encombrées, les cœurs pleins de colère, les mains fermées bloquent l'énergie de l'abondance. Elle insistait, avant de demander, nettoie, avant de recevoir, remercie. Ce n'était plus un carnet, c'était une initiation. Et dans le silence du village, au cœur de ma chute, j'ai commencé à comprendre que le vrai miracle, ce n'est pas que l'argent vienne, c'est que ton âme soit prête à le recevoir. Les jours suivants, j'ai continué les rituels du carnet avec une régularité presque militaire. Mais il ne s'agissait plus d'automatisme, c'était devenu mon seul ancrage. Balayer la cour avant le lever du soleil, préparer mon bain spirituel chaque jeudi soir, offrir un peu d'eau à la terre avant de manger, ces gestes autrefois insignifiants pour moi prenaient désormais un sens. C'était comme si chaque action ouvrait une brèche, une connexion invisible entre mon monde intérieur et quelque chose d'inconnu au-delà du tangible. Puis, dans une page centrale du carnet, soulignée 2 fois à l'encre rouge, il y avait une instruction. 3 jours de silence, 3 jours de lumière, 3 jours de vérité. Je me suis arrêté longtemps sur cette page. Mayato expliquait que certains blocages ne se résolvent ni par les mots, ni par les bains, mais par le silence total. Pas seulement le silence de la bouche, mais celui du cœur, du jugement, du regard. Une retraite volontaire au cœur de soi-même. Elle disait que c'est dans le silence que les esprits parlent le plus fort. Le jour suivant, j'ai éteint mon téléphone, coupé la radio, fermé la maison. Je n'ai parlé à personne. Pas un mot, pas une plainte. Je n'ai même pas chantonné. Juste respirer, marcher, observer. Au début, c'était étrange. Mon esprit criait, voulait parler, voulait expliquer, commenter, organiser mes pensées. Puis, le deuxième jour, quelque chose s'est calmé. C'était comme si mes pensées ralentissaient.
Je remarquais des choses. Le son du vent dans les feuilles, le passage du lézard derrière le mur, le craquement du bois quand la température change. J'existais, juste ça. J'existais sans avoir besoin de me défendre, de convaincre, de prouver. Le troisième jour, au petit matin, j'ai commencé à balayer la cour. Mais cette fois, quelque chose était différent. Mes gestes étaient plus fluides, mon esprit était plus léger. Et pendant que je balayais, j'ai vu une chose étrange. Un jeune garçon que je ne connaissais pas passer devant la maison m'a regardé, puis s'est arrêté et m'a demandé tout doucement: « Tu es le petit-fils de Mayato, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête. Il a souri et a simplement dit: « Elle t'attendait. » Moi, je le savais. Puis, il est parti, comme s'il avait juste été envoyé pour dire cette phrase. L'après-midi du même jour, j'ai reçu un appel. C'était Eric, un ancien camarade de promo avec qui je n'avais pas parlé depuis plus de 5 ans. Il m'a dit: « J'ai entendu parler de ce que tu as traversé. Je viens de lancer un projet et j'ai besoin de quelqu'un de confiance. On ne parle pas d'argent tout de suite, juste d'un début. Tu es dispo pour qu'on en discute ?» Je suis resté silencieux quelques secondes, comme si je n'arrivais pas à revenir dans le monde réel. C'était la première fois qu'un signe concret apparaissait depuis le début de mon retrait. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément, sans cauchemar, sans réveiller en sursaut. Et dans mon rêve, j'ai vu Mayato. Elle était assise sous le manquier de la cour, en train de moudre quelque chose dans un petit mortier. Elle m'a simplement dit: « Le silence nettoie la maison que l'abondance doit visiter. » Quand je me suis réveillé, il pleuvait lentement, doucement, une pluie fine, légère, comme une bénédiction qu'on arrose. J'ai compris alors que ces rituels n'étaient pas une superstition, c'était des clés de porte, et ces portes étaient en train de s'ouvrir. Dans les jours qui ont suivi cette étrange pluie, j'ai continué à vivre selon les indications du carnet. J'étais plus calme, plus présent. Je ne cherchais plus désespérément des solutions, j'attendais. Pas de manière passive, mais avec une forme de foi silencieuse. Et c'est à ce moment-là que les vraies épreuves ont commencé. Mayato avait écrit ceci: « La prospérité ne franchit pas la porte sans être testée. 3 portes doivent s'ouvrir, 3 gestes justes. 3 réponses simples, pas pour l'argent, mais pour l'âme. » Je ne comprenais pas encore ce que cela signifiait. Mais la vie allait me l'expliquer à sa manière et dans pas très longtemps. La première porte est venue sous les traits d'un vieil homme. Assis au bord de la route, il était sale, amaigri, le regard perdu. Beaucoup passaient devant lui sans un mot. Moi aussi, je suis passé sans m'arrêter. Mais arrivé à 10 pas de lui, quelque chose m'a figé. Une phrase du carnet m'est revenue: « Donne sans réfléchir ou tu réfléchiras trop tard. » J'ai fait demi-tour. J'ai ouvert mon petit sac en bandoulière et je lui ai tendu la moitié du pain qui me restait et les 1000 francs que je comptais utiliser pour la semaine. Il m'a regardé sans dire merci, a pris l'argent et le pain et m'a tourné le dos. J'ai ressenti une étrange sensation, ni fierté ni regret, juste un calme intérieur, comme si j'avais fait ce qu'il fallait. 2 jours plus tard, je reçois une invitation à une réunion d'anciens étudiants de mon école. Un homme, un ancien camarade devenu politicien, me reconnaît et me propose un petit contrat. En échange, il me glisse qu'il faudra simplement fermer les yeux sur certaines pratiques. C'était une belle somme, de quoi tout relancer. J'ai hésité, je suis rentré chez moi. J'ai sorti le carnet, je l'ai relu. Là encore, une phrase m'a sauté aux yeux. Si l'abondance t'oblige à courber l'échine, ce n'est pas elle, c'est sa copie. J'ai refusé poliment, mais fermement cette offre. Le regard qu'il m'a lancé m'a glacé. Je savais que je venais de fermer une porte dans le monde, mais j'en avais peut-être ouvert une autre ailleurs. La 3e épreuve a été la plus dure. C'était un dimanche.
il ne me restait qu'un seul repas préparé dans ma marmite, du riz et des haricots. Avec un peu d'huile, j'étais affamé. Et au moment où je m'apprêtais à manger, une femme s'est arrêtée devant ma maison. Une étrangère. Elle m'a dit qu'elle venait du village d'à côté, qu'elle avait marché toute la journée et qu'elle n'avait rien avalé depuis la veille. J'ai regardé mon assiette puis je l'ai regardée. Je savais que c'était la dernière épreuve. Je lui ai donné mon repas sans un mot. Elle a mangé lentement, me remerciant du regard. Quand elle est partie, je me suis allongé sur la natte, le ventre vide, mais l'esprit plein. J'ai dormi longtemps ce soir-là, très longtemps. Et au milieu de la nuit, un bruit m'a réveillé. Un craquement suivi d'un léger souffle de vent, comme si une fenêtre venait de s'ouvrir quelque part. Je suis sorti torche à la main et j'ai vu un pan de vieux mur de la case arrière effondré, probablement à cause des pluies récentes. Derrière, un espace que je n'avais jamais remarqué, un petit renforcement presque en cachette. En creusant un peu, j'ai découvert une boîte scellée. Dedans, enveloppée dans un tissu, il y avait des objets de valeur, quasi anciens, bijoux en or, des billets en francs CFA. Et dans cette lettre, Mayato avait écrit « Si tu lis ces mots, c'est que tu as ouvert les 3 portes. Tu peux maintenant recevoir. Garde en tête, l'argent n'est jamais une fin. C'est un miroir. Il reflète ce que tu es devenu. » Je suis resté là, au sol, les mains tremblantes, le cœur lourd, non pas d'émotion, mais de respect. De respect pour cette dame qui, 20 ans après sa mort, continuait de guider mes pas. Du respect pour cette sagesse ancienne que j'avais méprisée trop longtemps et surtout du respect pour moi-même. Parce que pour la première fois depuis très longtemps, je n'étais plus dans le besoin, j'étais dans la paix. Les semaines ont passé, lentement, doucement. Je n'ai pas couru après les promesses. Je n'ai pas crié ma réussite sur les toits. Je me suis relevé, un pas après l'autre, comme un homme qui réapprend à marcher. Avec les bijoux de ma grand-mère, j'ai pu régler mes dernières dettes. J'ai vendu une partie des pièces rares à un collectionneur honnête de la ville et j'ai gardé le reste comme symbole, comme héritage. Puis, fidèle à ce que j'avais appris, j'ai recommencé à travailler. Pas dans une grande entreprise, non, j'ai ouvert un petit cabinet dans le calme. Je proposais des conseils, de la stratégie, mais aussi du silence. Les gens venaient me parler de leurs projets, de leurs envies, de leurs blocages et à chaque fois, je les écoutais longtemps sans rien dire. Puis, je leur posais la seule question qui compte. As-tu de la place en toi pour ce que tu veux attirer? Certains comprenaient, d'autres repartaient. C'est ainsi que l'abondance ne force pas, elle se prépare. Un jour, un jeune homme s'est présenté. Il portait un costume trop grand pour lui, des chaussures abîmées, mais dans son regard, il y avait du feu. Il m'a dit qu'il voulait réussir sa vie. Je lui ai répondu calmement. Pour réussir ta vie, commence par écouter le rythme. Il a froncé les sourcils. Alors je lui ai tendu quelque chose, une copie du carnet de Mayato que j'avais recopié à la main. Lis ceci, ensuite on parlera d'argent. Ce jour-là, j'ai compris. Le vrai pacte n'est pas entre moi et l'argent, c'est entre moi et la vie. Un pacte invisible mais solide. Il dit ceci. Je choisis la paix avant la richesse. Je choisis l'intégrité avant la rapidité. Je choisis de servir avant de posséder. Depuis, je vis simplement. J'ai plus qu'avant, mais je possède moi. Je donne plus que je ne reçois et pourtant je ne manque de rien. J'ai compris que l'abondance n'est pas une pluie de billets, mais un fleuve intérieur qui coule quand les digues de la peur et de l'avidité tombent. Mayato avait raison. Elle l'avait toujours su. Et si aujourd'hui, toi qui m'écoutes, tu es à terre, vidé, perdu, écoute bien ceci. Tu n'as pas besoin de courir, tu as besoin de revenir.
revenir à la terre, revenir à l'eau, revenir au silence, revenir à ce que tu as toujours été avant qu'on te fasse croire que tu n'étais pas assez. L'abondance n'est pas loin, elle n'est pas ailleurs, elle est déjà là. Elle attend juste que tu sois prêt.